en ce moment poursuivre ce magazine Les Débats Congolais. Nous allons parler aujourd'hui de la crise au sein de l'UDPS. Oui, la crise est bel et bien au sein de ces grands partis politiques, les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous parlerons aussi de cette audience que le président du CESAC a finalement accordée à M. Kofi Olomide. Il était convoqué là et il s'est entretenu avec le président du CESAC et les instructeurs de cette structure. Il y a eu aussi les journalistes Jessica Bassele qui étaient convoqués. Nous allons parler de tous ces sujets-là dans cette émission. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. John Kolela. Il est cadre de l'UDPS, député honoraire de ces partis politiques. Monsieur John Kolela, bienvenue. Merci très cher Charles-Quint, le plaisir est partagé, surtout pour l'honneur nous accorder, afin de parler des sujets brillants. Donc nous saluons aussi les téléspectateurs de partout où ils auront l'opportunité de nous suivre pour éclairer leur opinion et leur religion. Alors, beaucoup de Congolais aujourd'hui, au regard de cette crise qui se vit au sein de votre parti politique, affirment haut et fort qu'au regard des désordres enregistrés dans ce parti politique depuis Kabound jusqu'aujourd'hui, certains disent que l'UDPS est à la fois un parti politique de l'opposition et un parti au pouvoir, et surtout que ce n'est pas un parti qui était préparé pour gérer les pays. Que réagissez-vous à ce qui dit ça? Merci beaucoup très cher Charles-Quint. La population congolaise doit être apte à la démocratie. Lorsque vous considérez l'UDPS comme un parti du pouvoir, en même temps parti de l'opposition, c'est avec raison. C'est avec raison que l'UDPS parfois joue le rôle du pouvoir, parfois joue le rôle de l'opposition, parce que... Ça n'existe nulle part au monde, hein? Non, ça existe. Ça existe où? C'est ça la démocratie. Partout au monde, ça existe. Dans les grandes, je vais le démontrer. Dans toutes les grandes démocraties, ça existe. Parce que les gens confondent les choses. L'UDPS ne s'oppose pas au régime. Lorsqu'elle joue le rôle de l'opposition, elle s'oppose au mal. Lorsque vous êtes membre de l'UDPS ou de l'Union sacrée, vous volez, l'UDPS a raison de s'opposer à votre comportement. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a le mal ou le mot que nous devrons éradiquer tous pour lequel... En brûlant les pneus sur les avenues, en créant des troubles sur la voie publique, c'est ça? Permettez, je ne suis pas entré, là vous posez une deuxième question. Laissez-moi terminer d'abord cette première-là pour vous démontrer comment on peut s'opposer. La méthode, on peut la dénoncer, oui. Je ne suis pas d'accord avec le fait de brûler les pneus et autres. Mais on peut être au pouvoir et s'opposer aux individus membres du pouvoir qui se compromettent. Lorsqu'Étienne Longondo, par exemple, entre guillemets, c'est un exemple que je prends là, détourne l'argent de Covid. L'UDPS n'a pas été réuni pour dire que nous devons commencer à détourner pour nous soutenir mutuellement. D'accord? Lorsque, dans l'hypothèse où Nicolas Kazadi aurait volé l'argent des forages. Pour lui, c'est aurait. Non, je parle du conditionnel, c'est pour te sauver toi aussi, ton émission aussi, pour qu'on ne vienne pas peut-être nous inviter quelque part pour dire que vous avez confirmé. Non, mais pour autant, vous n'avez pas utilisé aurait. Hein? Ah bon, je m'en excuse, alors je parlerai. D'ailleurs, je devrais même confirmer. C'est quoi j'ai parlé à titre d'exemple. J'ai insisté sur ça, c'était pour dire que c'était à titre d'exemple. Si Nicolas Kazadi aurait détourné cet argent-là, l'UDPS, on n'a pas fait un clic d'aventurier ou de malfaiteurs pour faire du mal au peuple. C'est-à-dire que les traîtres, c'est celui qui fait du mal. Les traîtres, ce n'est pas l'UDPS qui s'oppose à ces traîtres-là. Le fait que l'UDPS dénonce le mal devrait être capitalisé comme une force et non pas comme une faiblesse. On ne s'oppose pas au régime, on ne s'oppose pas à l'UDPS, mais on s'oppose à l'individu qui a trahi l'idéologie de l'UDPS. Vous comprenez au moins? C'est là, c'est normal et ça se passe partout. Je ne crois pas que dans le parti de gauche ou de droite au niveau de la France, lorsqu'un membre d'un parti aurait commis un forfait, les autres devraient venir au secours pour le sauvegarder. Non, on doit les dénoncer parce que ça ne fait pas partie de notre contrat pour lequel nous sommes UDPS. C'est dans ce sens-là qu'on peut s'opposer. Oui, il est vrai que l'UDPS traverse de turbulences. Ce ne sont pas les premières, même du temps du feu Étienne Tshisekedi, il y en a autant. Un parti des indisciplinés, depuis toujours, il y a toujours des troubles au sein de l'UDPS. Et d'aucuns disent que c'est un parti des indisciplinés, tout le monde peut n'obéir, personne n'obéit à personne là-bas.
Non, Et ce n'est c'est pas la ça. loi de la jungle au sein de l'UDPS. Si personne n'obéissait personne, on n'aurait pas dirigé ces partis jusqu'à ce jour. Vous voyez qu'il y a un secrétaire général qui obéit. Quand il appelle les gens, ils viennent. C'est vrai Ah, que mais il y a beaucoup qui s'opposent à lui. Hein, c'est normal. Ça fait partie des règles démocratiques, non? La démocratie à l'UDPS n'est pas à confondre avec les désordres et les troubles. Oui, c'est vrai, il y a quelques brebis. Ça, c'est le libertinage, le désordre ou bien la démocratie? Il y a quelques brebis qui se mécomportent dans ce sens-là, oui. Ça ne manque pas dans tous les partis. L'UDPS, c'est un parti de masse. L'union, c'est l'union de quoi? C'est l'union des pauvres et des riches. C'est l'union des illettrés et des lettrés. C'est l'union de ceux qui sont instruits et ceux qui ne le sont pas. C'est l'union de tout le monde. C'est un parti de masse, donc on trouve toutes les catégories, y compris les impolis, ils sont là. Le problème, c'est que nous avons les règles de jeu qui sont édictées par nos statuts et nos réglements. Qui ne sont pas respectés hein, par tous ceux-là qui... À vous de le démontrer. À vous de le démontrer. Désordres, là. Ceux qui font le désordre, c'est vrai qu'il y en a qui ne obéissent pas, mais on les remet sur le droit chemin à travers les sanctions, parce que ça existe. Et chacun doit obéir au niveau de sa cellule, au niveau de sa fédération, avant de monter au niveau de la permanence nationale. Donc il y a plusieurs niveaux de gestion de l'UDPS et chaque structure à son niveau est en train de faire correctement son travail. Mais le fait qu'il y a certaines personnes qui se comportent très mal ne signifie pas que l'UDPS dans son ensemble est dans ce jeu-là. L'UDPS est un parti de responsables. Si quelqu'un est en train de commettre ces bavures-là, il y a toujours des sanctions qu'on a toujours prises au niveau du parti. Il y a des commissions de discipline qui sont toujours instaurées. Mais ne faites pas de problèmes individuels comme si c'est l'affaire de l'UDPS. Nous reconnaissons qu'au niveau de l'UDPS, il y a des brebis galeuses qui sont là et que nous sommes en train d'éradiquer petit à petit et en train d'instruire. Et cela existe dans tous les partis. Le seul parti qui était au pouvoir avant nous, c'est le PPRD. Le PPRD, c'est un parti qui est né au pouvoir. Ce n'est pas un parti qui a fait un parcours dans l'opposition pour conquérir le pouvoir. Ce sont les gens qui étaient déjà au pouvoir, ils se sont organisés de leur manière et ils ont eu une autorité. Au lieu d'obéir aux lois, aux règlements et aux statuts, ils étaient en train d'obéir à un individu qu'on appelle autorité morale. Contrairement à l'UDPS, il n'y a pas d'autorité morale. Alors ne confondez pas la dictature d'un individu dans un parti et la démocratie dont on permet à chacun de parler ou de s'exprimer, parce que la première victoire de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Si vous étouffez les gens là qui parlent, que vous appelez les indisciplinés, qu'ils parlent même de leurs indisciplines là, mais qu'on les écoute d'abord. Mais cela ne signifie pas que c'est l'UDPS qui est mal organisé. Non, l'UDPS est organisé. Et c'est vrai qu'il y a certains cas qu'on est en train de traiter. Vous avez vu autrefois, par exemple, le fils Moukoko a été sanctionné. Il y a des cas comme ça qui sont faits, mais la démocratie doit vivre. Quelqu'un peut parler de sa manière, mais on sait comment les recadrer. C'est ça l'essentiel. C'est un parti politique où on trouve même la force du progrès, que beaucoup qualifient de milices. Aujourd'hui, ils prélèvent même... Ils perçoivent des taxes sur toutes les mamans qui vendent des beignets sur 11e, 12e rue, toutes les personnes qui ont des petits trucs pour nettoyer des motos. Les forces du progrès, les gens de cette structure-là passent là pour percevoir même ces taxes-là et il n'y a aucune sanction jusque-là. Hein? On les a vus avec des machettes, je ne sais pas si c'était eux ou pas. Et jusque-là, il n'y a aucune sanction. Non, ça continue il y a eu la sanction, c'est l'État. Jacob qui est à la tête de cette structure, on l'avait à côté de Tene Longondo, on va parler de ça. Mais la force du progrès, c'est une force qualité de l'UDPS. Dans nos statuts, dans le règlement intérieur, vous ne trouverez pas quelque part là, on parle de force du progrès. Ah bon? Ça n'existe pas. Comment ça, mais la force du progrès existe depuis la nuit des temps au sein de l'UDPS? Non, ça existe comme étant structure escale. Ce n'est pas, c'est-à-dire sans qualité. Il y a les gens qui se rédissent et qui font leurs affaires, qui ne sont pas dans la structure de l'UDPS. Mais une structure qui existe depuis la nuit, depuis les Mobak, depuis Mobutu. Il y en a beaucoup de structures au sein de l'UDPS, donc pas au sein de l'UDPS, qui se qualifient être proches de l'UDPS, mais qui ne sont pas reconnues par nos statuts. Je parle de ce qui est règlement et de ce qui est statut. Pas reconnu par les statuts, mais reconnu par les autorités du parti. Les autorités, c'est-à-dire quoi? Par exemple, nous prenons GRET. C'est une structure de réflexion des intellectuels de l'UDPS. Il y a les gens qui peuvent s'organiser comme ça en dehors du parti pour apporter leur connaissance ou leur soutien au parti, mais qui ne sont pas les structures GRET, je crois avec mon ami, ça c'est une structure vraiment à part, ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Non, c'est ça à voir avec l'UDPS. Comment ça? Il y en a autant, même en dehors de Force du Progrès, parce que c'est la Force du Progrès qui fait parler d'elle. La structure de Sylvain Moutombola fait aussi partie de l'UDPS. Pour le moment, non. Les gens de Tshisekedi et tout ça, rassemblement. Accordez-moi le temps de parler. Oui.
Je ne dis pas que toutes. Rassemblement de Tshisekedi, c'est un parti qui a été créé plus tard, mais ça a commencé par une structure, puis ça s'est... C'est devenu un parti. C'est un regroupement politique, électoral. C'est déjà un parti politique. Oui. Même si Sylvain Mutombo continue à se réclamer, il a même une conférence de presse demain pour s'attaquer contre Kabouya. Même s'il continue à se réclamer de l'UDPS, il fait partie il y a des structures qui sont proches de l'UDPS, mais qui ne sont pas réellement membres de l'UDPS. Il y en a autant, il y en a beaucoup. Même pas au niveau de l'élection, il y en a d'autres qui ont été créés. Il y en a environ 5 ou 6. Ah bon? Peter Kazadi a postulé dans quel parti politique aux élections? Ça, c'était une mosaïque. Hein? C'est une mosaïque, mais c'est un parti politique qui a été créé avec toutes les structures normales. Et on l'a qualifié de parti politique. Il y a Chilumbai. C'est un parti politique. Il a un parti politique. Ce sont des partis qui ont des organes. Les partis, oui, ce sont des partis politiques mosaïques que l'UDPS a créés pour les raisons de la cause. Ils ont aussi des organes à l'interne. Tout parti politique a des organes. Parce qu'ils doivent fonctionner. Ils fonctionnent comment? Ils fonctionnent. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des structures S-qualité qui viennent en appui à l'UDPS, mais qui ne sont pas des structures reconnues dans nos statuts. Je suis d'accord que les forces du progrès fassent correctement le travail tant que des citoyens pour aider la République, mais pas pour aller rançonner le peuple. S'il y en a parmi eux, les individus qui s'arrogent le pouvoir de faire pareil comportement, dont la plupart dénoncent, moi je n'ai jamais vécu ça, j'attends quand les gens en parlent, vrai ou faux, je ne sais pas, mais j'en ai entendu parler. Si c'est comme ça, je pense que ce sont les brebis galeuses comme les autres qui l'ont fait, et je crois qu'au niveau du parti, comment vous allez sanctionner les gens dont vous n'avez pas la gestion parce qu'ils ne sont pas membres au niveau du statut? Je crois qu'il revient maintenant à l'État, à l'autorité établie, le ministre de l'Intérieur, comme du temps des Asselo. Il avait sanctionné ceux-là que vous avez dit qui avaient des machettes pour chercher les Rwandais. Le vice-premier ministre a pris la décision de sanctionner tous les membres du parti politique qui s'étaient habillés en tenue proche des militaires. On avait même interdit le port de ces tenues. Et ceux-là qui étaient reconnus ont été arrêtés et sanctionnés par la justice. Je pense que c'est une affaire de l'État. Donc, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens se plaignent. Il y a même récemment, le mois passé, je crois, hein, où il y a de cela presque 2 mois, on a vu des images qui circulaient dans les réseaux sociaux où les forces du progrès, certaines personnes, moi je n'aimerais pas affirmer parce que je n'ai pas tous les éléments, mais sinon, je parle de ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Les gens qui étaient allés ravir même une parcelle, ils se présentaient comme étant les membres des forces de progrès. Le malfaiteur, ça existe. Et particulièrement ici à Kinshasa, j'en ai vécu autant. On peut ravir une parcelle à quelqu'un comment? Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, comme vous-même venez de le dire. Comment on peut ravir une parcelle à quelqu'un? C'est-à-dire, vous êtes dans la maison, on vient vous dire partez, donnez-nous les documents, nous restons avec ça, vous partez. Et vous estimez que cela peut être logique dans la mesure du possible. Je n'ai pas vu ce que vous avez dit là, mais je pense que ce n'est pas possible. On peut parler peut-être de certains féminaires, les gens qui partent réclamer une petite somme là pour les gens qui font les motos. Je n'apprécie pas cela. Mais dire qu'on a ravi une parcelle, je pense qu'on est allé un peu trop. Les images avaient vraiment circulé dans les réseaux sociaux. Oui, les images peuvent être là, mais famille oui. Qui était. Parce qu'il y a les gens aussi, il y a comment ça? Parce qu'il y a l'État qui existe quand même. Il y a l'État qui existe. On ne peut pas dire que parce que la force du progrès vient, vous demande de partir avec les enfants, vous sortez, vous partez. Je ne pense pas que c'est faisable. Il y avait, en tout cas, on a vu les images, cette famille-là qui était dépossédée, qui se plaignait. Parce qu'il y a les gens aussi parfois qui cherchent à instrumentaliser l'opinion lorsqu'ils ont des problèmes peut-être parcellaires avec les autres et qu'il y a un problème même en justice, ils estiment que pour vilipender l'autre qui pourrait être dans la raison, il faut présenter l'affaire dans ce sens pour les salir. Alors, très souvent, ça peut arriver dans ce sens, mais je ne crois pas que c'est possible. Monsieur John Kolela, aujourd'hui, parlons de cette histoire, cette crise au sein de l'UDPS. Eteni Longondo, avec à côté de lui, on a vu beaucoup d'autres cadres de l'UDPS, notamment Jekobea et certains présidents des fédérations de l'UDPS qui en veulent à Augustin Kabouya. Ils relèvent un certain nombre de choses. Ils disent que Kabouya, en violation des statuts de l'UDPS, s'est accaparé tous les pouvoirs et il fait ce qu'il veut. Vous, étant cadre de l'UDPS, pouvez-vous ici dire que ce que Eteni est en train de dire, il ne fait que chercher des poux sur la tête d'un chauve qui serait Augustin Kabouya? J'aurais souhaité que Eteni Longondo, que je respecte beaucoup, honorable et excellence, que je vis travailler, puisse être plus concret dans ce qu'il dit.
il ne suffit pas de dire que quelqu'un s'est accaparé de tout le pouvoir pour tout faire et c'est suffisant. Il faut démontrer avec les choses, le fait palpable. Kabouya a fait quoi concrètement qui démontre qu'il devrait le faire avec les autres et qu'il ne les a pas associés? Il fallait qu'il soit plus concret pour qu'on puisse les comprendre. Kabouya, c'est un être humain. Il a pris la gestion du parti, je pense, si ma mémoire ne me trompe pas, en 2022. Et quelles sont les actions posées par Kabouya auxquelles il n'a pas associé les autres et qu'il devrait les faire? Parce qu'étant que secrétaire général et président intérimaire, parce que le président a été empêché, je pense qu'il a ses prérogatives. Ah bon? Oui, il a les prérogatives du secrétaire général. Il fait en même temps les prérogatives du président du parti. Je crois que c'est ça. Il a accompli les deux tâches. C'est un intérimaire, c'est un président intérimaire. C'est normal. C'est ça. Il est président intérimaire au nom de quoi? Sur base de quoi? De quelle disposition de votre statut? Je crois qu'il y a les triumvirats. C'est ce qui disent notre statut. Quand le président est empêché, il y a une structure qui doit diriger. En même temps, Kabouya fait partie de cette structure-là. Même si ça ne se prononce pas trop assez, mais en réalité, il est l'un des 3 membres qui doivent diriger les partis en ce moment, comme le président est empêché. Et en cette qualité-là, il exerce les fonctions du secrétaire général. En même temps, il exerce les fonctions du président avec ses collaborateurs. Ce qui est normal. Mais à ce niveau, maintenant, c'était à Etienne Longondo de nous dire, parce que nous commençons par le premier sujet. Je sais qu'il y en a autant d'accusations sur lui. Je pars pour le premier d'abord, pour qu'on nous démontre. Kabouya a pris la règne de ce parti en 2022, fin 2022 presque. 2023, c'est une année électorale. La plupart de nos efforts étaient concentrés à l'alignement de nos candidats pour affronter les élections à venir. Est-ce que dans la gestion des ambitions, pour poster les candidats, Kabouya n'a pas associé les structures reconnues pour faire le travail? C'est ça le premier problème que nous devrons traiter. Or, moi, je sais... Il n'a pas associé les structures? Non, c'est ce que je pose comme problème. Parce que c'est ça... Est-ce qu'il l'avait fait ou pas? Il l'avait fait. Moi, je suis délicassi. Nous tous, nous sommes rentrés dans nos fédérations respectives. Nous avons été devant nos CEP. D'abord, Kabouya a commencé par travailler avec Chaban comme étant président des CEP. Il y a eu des communiqués qui sont passés à travers la presse, même les réseaux sociaux, instruisant à chaque fédération de récolter les candidatures des uns et des autres. Le travail a été fait à partir de la cellule. On a envoyé les rapports au niveau de la fédération et la fédération a envoyé au niveau de Kinshasa et les dossiers ont été traités par la CEP, la commission électorale permanente du parti. Alors, est-ce que ce dossier-là, c'est Kabouya qui avait aligné le candidat ou bien c'est la commission qui en avait le pouvoir de le faire? Si la commission termine son travail, a fait rapport, ça a été fait de manière publique d'ailleurs. On a été convoqué devant la permanence où on a rendu rapport et on a casé chacun là où il devrait être casé. On a décentralisé les choses avec les mosaïques. Chaque mosaïque a traité ses dossiers de manière autonome et indépendante. Est-ce que c'est Kabouya qui avait centralisé l'affaire? Moi, j'aurais souhaité que le docteur Etienne Longondo, excellence de son État, puisse parler de faits concrets. Parce qu'accuser, c'est facile d'accuser. Mais prouver ce dont vous êtes en train de parler, voilà là où il y a les problèmes. Quel est le dossier que Kabouya a traité? Peut-être le dossier maintenant de gestion des ambitions. Ça, c'est le deuxième dossier par rapport à la confiscation du pouvoir des autres. La gestion... Oui. D'abord, lorsque Etienne Longondo dit que Augustin Kabouya n'a pas fait un bon travail, parce qu'aujourd'hui, à travers la République, l'IDPS n'est pas présente sur toute l'étendue du territoire national. Un grand parti comme l'IDPS, un parti pionnier dans la lutte pour la conquête du pouvoir, qui était dans l'opposition depuis plusieurs années après les Palous, mais un tel parti est presque absent dans les Congo profonds. Et qu'aujourd'hui, le nombre de députés que le DPS a aujourd'hui, 75, ce n'est pas ça les bons résultats que le DPS devrait avoir au terme des élections de décembre 2023. Est-ce qu'il a raison ou pas? C'est une bonne façon. Comme vous venez d'aborder, on vide d'abord la question électorale. J'ai commencé d'abord par rapport aux gestions des ambitions. Ça a été décentralisé et chacun a joué son rôle. Je viens de les démontrer. Gestion des ambitions concernant les candidatures. Il y a maintenant les ambitions par rapport au travail. Oui. Nous allons y arriver, mais nous terminons d'abord la question électorale. Voilà. Par rapport à l'implantation de l'UDPS, vous ne pouvez pas réclamer à Kabouya seul le compte à ce niveau. Lui, Longondo était secrétaire national pendant autant de temps. C'est toute une équipe qui travaille. Ce n'est pas Kabouya seul qui travaille là-bas. Ça, c'est un.
De deux, il y a des fédérations au niveau de chaque province et au niveau de chaque ville. Chaque fédération doit faire sa part du travail. De trois, on ne peut pas demander à Kabuya d'implanter l'UDPS partout où elle n'existait pas si durant 37 ans avant que Kabuya n'accède aux affaires, on n'en avait pas implanté non plus. Parce que là où il dit que l'UDPS n'existe pas, c'est-à-dire que l'UDPS n'y existait pas avant 37 ans aussi. C'est ce que ça signifie, non? Parce qu'il n'y avait pas qu'il y avait l'UDPS, aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire que durant les 37 ans d'opposition, à ces endroits-là, il n'y en avait pas. Alors aujourd'hui, avec tous les moyens du pouvoir, évidemment, vous oui. ne pouvez pas profiter pour implanter les partis? Il a raison de réclamer. Mais devrons-nous contextualiser les choses aussi? Kabuya a pris la règne quand et il a combien de temps, étant que secrétaire général, pour lui reprocher de cela? Kabuya a pris la règne en 2022. 2023, c'est une année électorale. On est concentré aux élections. Je ne pense pas qu'on peut juger Kabuya sur ce point-là pour une année. Et surtout que la toute première année-là, c'était une année très chaude où l'essentiel était de s'occuper d'abord des élections. Devrons-nous condamner Kabuya de s'être occupé des élections et non pas de l'implantation du parti? Point d'interrogation. Donc, moi, je crois que le problème posé est vrai, mais le coupable peut-être est mal désigné. Parce que durant 37 ans, l'UDPS n'existait pas aussi partout. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, mais n'oublions pas que de 2019 jusqu'à fin 2022, ce n'est pas Kabuya qui était le secrétaire général. C'était Kabound qui dirigeait le parti. La gestion de Kabuya, si nous devrons lui porter sa responsabilité, nous devrons porter, il doit porter la responsabilité de l'année 2023. Est-ce que l'année 2023, devrons-nous nous concentrer à autre chose qu'à organiser les élections? C'est là où j'ai dit qu'il y a les gens qui posent correctement les problèmes, mais peut-être qu'ils ont oublié les contextes et peut-être qu'ils ont choisi mal le coupable de l'affaire. Si coupable il y a, c'est toute la direction, y compris Etienne qui était membre de cette direction-là. Donc il n'y a personne qui va dire que c'est Kabuya, pas moi. L'organisateur, qu'est-ce qu'il a fait durant toutes ces périodes-là? Les différents secrétaires nationaux chargés de ceci, chargés de cela. Donc ils n'ont que le nom et ils sont là seulement pour se présenter. Je suis secrétaire de l'UDPS. Est-ce que chacun a fait sa part de responsabilité? Est-ce que dans une année de gestion de Kabuya, devrons-nous lui porter cette charge-là avec toute responsabilité pour dire qu'il n'a rien fait au moment où même aux élections, 73% du chef de l'État, à travers la République, je ne vois pas une seule province, parce que lui a dit que l'UDPS n'est pas implanté partout à travers la République. Qui ont fait la campagne du chef de l'État pour qu'il soit élu jusqu'à 73%? C'est vrai, peut-être lui voudra que ce soit les gens qui font des déclarations à tout bout du champ chaque jour pour qu'ils les entendent. L'UDPS existe, peut-être pas de la manière que nous souhaitons nous tous. Il y a aussi des efforts à fournir pour cela. Mais je crois que ce n'est pas dans une année 2023, une année électorale, que tout cela devrait être fait. Voilà pourquoi je dis, je profite pour entrer dans le troisième sous-thème à propos des ambitions maintenant. Avant que l'on aborde cet aspect-là, mais est-ce que vous pensez que l'UDPS aujourd'hui, 75 députés, hormis les mosaïques, hein, oui. Vous pensez que c'est un bon résultat pour l'UDPS? Peut-être que le docteur Etienne ignore notre loi électorale. Nous sommes dans un système proportionnel. Dans un système proportionnel, c'est une... Avec seuil, c'est bien ajouté. Effectivement, aussi. Oui, avec seuil, oui. Mais je parle d'abord du système proportionnel. Avec un système proportionnel, il est difficile pour un parti à lui seul. Les 75, là, je ne pense pas qu'il y aura un autre parti, même dans les jours à venir, qui va les réaliser. C'est très, très difficile de le faire. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est comme si nous faisons deux élections en une seule. On vote d'abord la liste avant de choisir l'individu sur la liste qui est en première position. Notre pays a environ à ce jour 1060 partis politiques. Je dis bien 1000, je ne parle pas des 160. Je parle de 1060. Et il y a eu 24 000 candidats députés nationaux. Alors, les voix sont éparpillées à gauche, à droite. Il n'y a pas possibilité pour un seul parti de faire plus de cela. C'est totalement impossible. Pourquoi? Parce impossible. Que... Impossible. Impossible. Par exemple, une seule liste... Impossible ou difficile? Je parlerai même de l'impossibilité pour vous dire que c'est très grave. Ah bon? Oui, je parlerai de l'impossibilité. Un parti ne peut pas faire au-delà de 100 lui seul. 1, au regard du nombre de listes. 2, au regard de la quantité de candidats. 3, au regard du système électoral. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vote, la CNI ne regarde pas qui est premier, qui est deuxième. Non. On regarde d'abord quelle est la liste qui est en première position. Supposons à l'ICASI, nous avons 3 sièges.
On va prendre d'abord les 3 premières listes. On ne va pas prendre la seule liste et regarder le premier, le deuxième, le troisième, non. Quelqu'un peut passer député avec 200 voix, celui qui a 1000 voix échoue. Ce n'est pas de la tricherie, c'est le système. C'est-à-dire quoi? Lorsque une liste, par exemple, fait 2000 voix, le premier a 700 voix, le deuxième a 200 voix, le troisième 100 voix, on va regarder le premier sur cette liste-là. C'est celui-là qui passe. Le deuxième, on ne le regarde pas d'abord. On regarde sur la deuxième liste. Est-ce que la deuxième liste a fait 400 voix? Si dès que la deuxième liste a 400 voix, même si le premier sur cette liste-là a 100 voix, toi qui es deuxième sur ma liste, tu échoues avec tes 200. Celui qui a 100 voix passe. Parce que sa liste, la totalité de sa liste, c'est 400. Avec pareil système, prétendre que même le PPRD qui était le plus fort qui s'imposait de tout ce temps n'a jamais atteint 75 députés. Non, mais nous savons qu'en 2006, le PPRD avait 150 députés. C'était les mosaïques. Jusqu'à 66. C'était les mosaïques. Le PPRD à lui seul, en 2006, avait 150 députés. En 2011, ils sont descendus jusqu'à 66, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas, sincèrement, je dois être honnête sur cela. Mais néanmoins, c'est très difficile au regard du nombre de listes. Nous avons 24 000 candidats et la proportionnelle, la tâche devient difficile à un parti à lui seul de le faire. Voilà pourquoi le secrétaire général avait initié les problèmes de mosaïque. C'est aussi une solution pour cela, pour pallier. Tous les candidats qui sont élus sur le mosaïque, ce sont les membres de l'UDPS. Excellence Peter Kazadi, il est de l'UDPS. L'honorable premier vice-président de l'Assemblée, il est de l'UDPS. Mais tous ces gens-là ont été sur d'autres listes, mais vous les reconnaissez tant que membres de l'UDPS. Toutes les bases qui les ont votées, ce sont les bases de l'UDPS. Pour dire que s'ils restaient sur leur propre base. Je ne pense pas qu'on a une base en dehors de la base de l'UDPS. Nous tous nous sommes membres de l'UDPS. C'est la base de l'UDPS qui a fait le travail. Et vous verrez même que durant leur campagne, chacun avait les drapeaux de l'UDPS. Même ceux qui l'accompagnaient, c'était les membres de l'UDPS. Donc, c'est pour dire que s'ils étaient sur la même liste UDPS, l'UDPS pourrait encore les réélire sur leur propre liste. Mais ils ne pouvaient pas passer au regard du système électoral. Le fait de les mettre sur d'autres listes ne signifie pas que l'UDPS a échoué. C'est la stratégie de l'UDPS pour qu'ils soient élus sur les listes-là. Et prétendre qu'on ne peut pas compter les mosaïques dans le quota du secrétaire général par rapport à sa stratégie, c'est de la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on est à la recherche de bobards convaincants pour justifier sa position. Alors, est-ce que pour vous, vous pensez que Augustin Kabouya a un bilan positif depuis qu'il dirige l'UDPS jusqu'à aujourd'hui? Le bilan positif ne signifie pas 100%. Nous sommes des êtres humains avec nos imperfections. Kabouya lui-même n'a jamais dit qu'il est parfait. Le fait de reconnaître qu'on n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'il y a des raisons que les autres te critiquent. C'est-à-dire si tu peux atteindre 50%, il y a 50% de négatifs. Si tu peux atteindre 60 ou 70, il en reste encore 30 pour lesquels on peut te critiquer. Je ne dis pas que Kabouya a réussi à 100%. Mais je dis que dans le contexte et devant la réalité devant laquelle nous devrons faire face, il faut comprendre chaque chose dans son contexte. 1. Est-ce que le chef de l'État a gagné avec 73% dans un pays où il y avait environ 20 candidats? Plus de 20 candidats d'ailleurs, président. Si à lui seul, sur le 26, il fait 73%, est-ce que ce n'est pas une réussite de tous les partis, y compris Kabouya, y compris lui et Teni? C'est le résultat non pas de Kabouya, mais de nous tous, les efforts des uns et des autres. Ça, c'est un. Par rapport au nombre de députés, aujourd'hui, si nous comptons plus de 150 dans son ensemble, est-ce que c'est un échec au regard de notre système électoral? Parce que pour évaluer Kabouya, il faut mettre les faits. Là où ça ne marche pas, c'est que c'est au niveau de l'organisation du parti. Au niveau de l'organisation du parti et les désordres qui règnent, ce n'est pas que c'est Kabouya qui a créé la situation. C'est une situation qu'il a héritée. Dans toutes les fédérations, dans toutes les villes, villages, il y a des dédoublements. Et cela s'est accentué depuis 2019 parce qu'on a pris le pouvoir. Chaque président fédéral estime que si c'est lui le président fédéral, c'est lui qui va nommer les autres pour lui donner du travail, alors il va s'occuper de sa famille. Ça devient la course vers les postes. Mais c'est une situation qui a existé depuis le temps de Kibasa, depuis le temps du fait Etienne Tshisekedi. Les dédoublements au niveau du parti existaient et Kabouya a hérité de cela. Son effort. C'est la démocratie, hein? La démocratie a ses faiblesses. Désordre-là. La démocratie a aussi ses faiblesses. La responsabilité de la direction nationale, c'est de résoudre la situation qu'ils ont trouvée, mais c'est comme s'ils sont dans la logique de laisser pourrir. Et ça n'aide pas les partis. Là, je ne condamne pas seulement les secrétaires généraux, mais je dis que c'est une responsabilité collective pour tout le monde, parce qu'il y a un organisateur. De deux,
pour atténuer cette décision-là, ou bien cette situation-là, je me dis que est-ce qu'un président, parce que c'est le président qui doit nommer les fédéraux, est-ce qu'un président intérimaire a le pouvoir de le faire parce que lui n'estime que l'intérim, est-ce que son pouvoir n'est pas aussi limité? C'est là que Kabouya avait pris par son génie l'initiative d'organiser les congrès de Mbouela, de quelque chose là qui sente, je crois. Il y a eu d'abord Ngandaya là qui sent. Évidemment, oui. Voilà. C'était pour obtenir maintenant le prérogative d'essayer d'agir pour remettre de l'ordre. Parce qu'il ne pouvait pas agir avant d'obtenir le quitus des institutions qui doivent les réhabiliter dans le droit d'agir. Étant donné que son pouvoir était limité. Maintenant qu'on lui a donné ce pouvoir-là, nous étions dans une année électorale. Je pense que le temps est venu maintenant, pour le moment que nous venons de terminer avec les élections. C'est vrai qu'après les élections proprement dites, il y avait le problème de mise en place des institutions. Il fallait gérer toute cette situation-là. Et quand on parle des 5 ans qui lui auraient été donnés par les congressistes, hein, évidemment. Comme ils avaient donné à Tshisekedi 5 ans. Évidemment, moi donc je crois lui aussi que... à 5 ans. Et les autres demandent l'organisation du congrès pour mettre fin aux désordres qui règnent au sein du parti. Non. Le problème, c'est quoi? Le pouvoir pour mettre fin au désordre lui est déjà donné. Mais pour mettre fin à tous ces désordres-là, il y a les étapes à franchir. La première année, quand on lui a donné ses pouvoirs, nous sommes dans une année électorale. Il ne pouvait pas tout embrasser au même moment. On a terminé la phase électorale. On est dans la phase d'installation des institutions qui demandent aussi son attention. Parce qu'il y a des postes stratégiques, il y a les partages avec les autres. Il doit s'occuper d'abord de ces questions. Et maintenant que tout sera mis en ordre, étape par étape, on termine la première affaire, la deuxième, la troisième. Je pense que dès qu'on dégage les 2 premiers, les élections, la mise en place des institutions, il doit s'attaquer maintenant aux autres difficultés pour lesquelles il avait cherché les pouvoirs-là. Moi, je crois que c'est question d'être un peu patient et de comprendre l'environnement dans lequel Kabouya a évolué durant l'année électorale et de lui demander maintenant que nous venons de terminer, qu'est-ce que vous pensez de ce qui reste? Que répondez-vous à ce qu'ils disent finalement? Parce que de ce côté-là, j'ai suivi beaucoup d'autres cadres de DPS dire que Kabouya n'a pas les niveaux qu'il faut pour diriger le DPS. Il n'a pas les niveaux intellectuels, il n'a pas vraiment les profils pour être secrétaire d'un parti politique au pouvoir comme l'UDPS. Je regrette que les gens ne parlent que de postes et de ventre. Ça me fait très mal. Parlons de ce qui est d'abord fondamental. Le niveau de Kabouya, moi je connais Kabouya, je n'ai pas de relations particulières avec lui. Ce sont des relations professionnelles au niveau du parti tout simplement. Mon secrétaire général, honorable John Kolela, quand il y a des problèmes, on traite. Mais le niveau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme étude, qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme étude. Ça, je ne sais pas. Néanmoins, au niveau il a fait l'ISC. Moi, je connais ce qu'il a fait. Il a fini à l'ISC. D'accord. Mais qui sont-ils ces gens-là qui jugent qu'il n'est pas capable, qu'il ne soit pas capable? Ce sont-ils les baromètres de jaugeage? Moi, je me vois très mal placé pour juger les compétences de l'autre. Kabouya dirige ensemble, en équipe avec les autres. Il est compétent lorsque vous l'évaluez. Parce que ceux-là disent clairement que Kabouya n'a pas le niveau qu'il faut pour être secrétaire général d'un parti politique comme il est C'est à eux de présenter en quoi il va se faire. Mais selon vous, selon votre analyse. Selon moi, je trouve que Kabouya dirige bien le parti. Il est démocrate, il écoute. Moi, quand je lui parle, il m'écoute. Il est compétent. Par rapport à la compétence, je ne dirais pas totalement à 100% parce que je suis contre lui par rapport souvent à la communication. Il y a certains dossiers, il a sa manière de parler, il ne porte pas le gant sur le sujet qui demande d'être beaucoup plus diplomate. Il parle directement. Sur ce point-là, même vous, quand vous êtes devant lui, s'il veut vous dire des choses, il peut vous dire de manière qu'il ne porte pas le gant. De ce côté-là, ça fait partie des erreurs. Est-ce que c'est de ces erreurs-là, tout simplement, qu'on doit disqualifier une personne? Est-ce que moi, je dois faire tout à 100% pour satisfaire tout le monde? Même si c'est moi, même si c'est Etienne qui prend le règne de l'UDPS, il y aura toujours un certain pourcentage auquel il va arriver. Il n'arrivera pas à 100%. Donc le faiblesse existe. Kabouya est en train de monnayer des postes. J'ai suivi Jacob à maintes reprises et beaucoup d'autres qui disent que Kabouya est en train de monnayer des postes au sein de l'UDPS. Tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui au gouvernement, dans les cabinets ministériels, les mandataires, ils ne sont pas de l'UDPS. Ils n'ont jamais connu la lutte au sein de l'UDPS. Ce sont soit les membres de sa famille, soit les membres de son église, soit les gens qui se retrouvent là, qui l'intéressent parce qu'ils lui ont donné de l'argent. Vous, êtes-vous au courant de ça? Alors parlons-en. C'est le troisième point que je devrais parler. Heureusement que vous venez de m'introduire l'autre aspect, le troisième aspect. Voilà. Je n'ai jamais été là où Kabouya est corrompu. Je n'ai jamais vu de mes propres yeux. Peut-être quand Jeko parle comme ça, vous entendez quelqu'un en train de parler. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi et vous ne savions rien. 2, je serais tenté de dire que ce que les autres disent là est faux.
avec les évidences que je vais vous démontrer. Kabouya a pris la règne du parti en 2022, fin 2022. Il a désigné qui fin 2022 parce que tous les postes étaient déjà occupés avant 2022. C'est là que je dis que est-ce qu'on n'est pas en train de mal désigner les coupables? Dans l'hypothèse où les postes étaient monnayés, par qui? Parce que Kabouya en 2022, il n'y a pas de gouvernement à mettre en place. Le gouvernement existe déjà, Sama Lukonde, il l'a trouvé sur place. Les membres du gouvernement sont déjà nommés par le chef de l'État. Les membres des cabinets sont déjà désignés avant que Kabouya ne devienne numéro 1 du parti. Mais il y a eu Samadé, hein, au-delà où Peter Kazadi était entré au gouvernement et autres. Il y a eu Samadé. C'était après l'avènement de Kabouya? Oui, là, Kabouya était déjà CG de l'UDPS. À ce que moi je sache, moi j'ai fui conseiller au niveau du ministère de l'Intérieur avant que Kabouya n'arrive. Et quand Kabouya est arrivé, au niveau de notre cabinet, on a remplacé personne parce que nous tous nous étions de l'UDPS. Moi non plus, on ne m'a pas remplacé. Vous êtes toujours resté à l'intérieur? Jusqu'aujourd'hui, je le suis. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons les nouvelles équipes pour venir nous remplacer. Mais qui m'avait remplacé? Parce que j'ai été là-bas du temps de Kabound. Quoique ce n'est pas Kabound qui m'avait désigné, c'était par mes connaissances personnelles que j'ai intervenu auprès du ministre. Vous comprenez au moins? C'est pour vous dire que lorsque les gens étaient déjà nommés, depuis 2019, on a nommé les gens. 2020, on a nommé les gens. 2021, 2022, là, ce n'était pas Kabouya qui était là. Et quand Kabouya est arrivé, même quand on parle de Sama 2, parlons Sama 2, c'est combien de ministres on avait? C'était 6 ministres de l'UDPS. Nous sommes à combien pour 6 places? Tout le monde, même si aujourd'hui, même durant cette législature, tout le monde ne se retrouvera pas. Nos doléances par rapport au poste, ça, Tshisekedi ne nous a pas appris ça. Nous devrons nous battre pour ce qui est fondamental. Nous devrons réclamer la bonne gestion. Parce que si on gère bien la République, tous les combattants vont se retrouver, non pas parce qu'on va les nommer, mais parce qu'ils ont étudié, ils ont la capacité et le pays est bien gouverné. C'est là qui s'attarde à réclamer le poste que les combattants ne sont pas désignés. Lui était ministre. Pourriez-vous lui demander dans son cabinet combien de membres de l'UDPS travaillaient? Combien? Parce que Kabouya, pour avoir les postes pour désigner les gens, ce sont les ministres qui vont le lui donner. C'est lorsque vous, ministre, vous dites à Kabouya que non, j'ai 50 postes dans mon cabinet, envoyez-moi 50 combattants. Lui, Eteigne avait demandé à Kabouya combien? Et même s'il demandait 50 dans 6 ministères, c'est-à-dire 300 personnes seront engagées, ce ne sera pas tous les combattants de l'UDPS. On a combien de postes de nomination pour prétendre que nous tous, nous devrons nous retrouver par nomination? On ne se trouvera jamais par nomination. Même cette fois-ci, on ne va pas se retrouver. Parce que dans l'hypothèse où on a 2000 postes de nomination, 2000 postes représenteront combien par rapport au nombre de combattants de l'UDPS? Donc, moi, je crois que nous devons être sereins. Nous devons exiger ce qui est fondamental, que la République soit bien gouvernée. Ceux d'entre nous, ce que je dénonce aussi, c'est que parmi les gens qui sont nommés, c'est vrai, il y a beaucoup que je ne connais pas. Est-ce que c'est le fait que je ne les connais pas qui ne sont pas de l'UDPS? Moi, je viens de l'ICASI. Qui me connaissait avant que je ne vienne ici? Si on m'est nommé à partir de l'ICASI, que diriez-vous? Chacun est dans son coin, il connaît ses propres amis avec qui il travaille. Si vous êtes de Kinshasa, vous vous retrouvez à la permanence, vous allez connaître ceux avec qui vous êtes à la permanence de Kinshasa. Nous qui sommes de l'ICASI, nous nous connaissons, nous qui sommes de l'ICASI. Ceux qui sont de l'Équateur se connaissent aussi que nous ne connaissons pas. Et devrons-nous limiter la lutte de l'UDPS aux seuls combattants de Kinshasa? Parce qu'eux se connaissent. Et nous autres qui venons de l'intérieur, parce que vous ne nous connaissez pas, c'est que nous ne sommes pas de l'UDPS. Moi, vous me connaissez peut-être parce que je passe maintenant à la télévision, je suis député. Mais mes voisins avec qui je travaille à l'ICASI comprennent le risque comme vous le prenez ici. Qui connaît? Alors, John Kolela, on doit atterrir pour ce premier sujet. Mais Kabouya accuse maintenant les groupes de Tenlingondo de déstabiliser les partis et il dit qu'ils ont reçu l'argent pour finalement créer une rébellion au sein de la majorité au Parlement afin de déstabiliser Tshisekedi. Ça, c'est Kabouya qui l'a dit. Moi, je n'aimerais pas affirmer les choses dont je ne maîtrise pas pour dire que les gens ont reçu de l'argent. Peut-être qu'ils ont eu la mauvaise compréhension de la chose par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Ils ont imputé à Kabouya le fait dont son prédécesseur devrait être responsable. Maintenant que je viens de les dire, est-ce qu'ils vont peut-être revoir leurs calculs pour comprendre que c'est vrai? Tout le monde ne va pas comprendre comme moi. Moi non plus, je ne dis pas que c'est moi qui ai totalement raison. Donc, nous devons faire l'analyse à froid pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Recevoir l'argent pour déstabiliser les gens, je sais que ceux qui sont là-bas ne sont pas des petits gamins, ne sont pas des garçons de course, qui Etienne va dire que non, aujourd'hui déstabilisons et ils déstabilisent. Ce sont les véritables combattants de l'UDPS et ils vont s'assumer. Je ne parlerai pas de la corruption parce que je ne connais rien, mais néanmoins tout ce que moi je veux, c'est que mon secrétaire général écoute aussi leurs revendications, qu'il sélectionne ce qu'il estime qu'il doit faire, réaliser, qui est de sa responsabilité de le faire. Là où il y a les erreurs à corriger, il faut corriger. Parce que pour changer et évoluer, il faut d'abord commencer par comprendre l'autre. Avec ou sans raison, d'abord écouter ce qu'ils ont dit et essayer d'analyser dans tout ce qu'ils viennent de vous accuser. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité quelque part dont vous vous reprochez? Peut-être que John Kolela ne connaît pas. Alors, on change maintenant de sujet, mais c'est John Kolela. Koffi Olomide, il a tenu des propos qui ont été commentés dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Et finalement, le CESAC s'est saisi du dossier. Il a invité l'artiste, musicien. Comment avez-vous trouvé cette convocation? Aujourd'hui, on parle de la brimade des Congolais. La réduction de la liberté d'expression. Il y a beaucoup d'ONG qui sont montés au créneau aujourd'hui pour fustiger le fait que Koffi ait été invoqué pour avoir donné son point de vue. Est-ce que nous ne sommes pas là en train de glisser, de sombrer dans une dictature qui réprime les libertés des gens? Monsieur John Kolela. Je suis surpris d'entendre que ce sont les ONG. Sincèrement, oui. Justice Asbel, par exemple, a fait un communiqué aujourd'hui. Un jour, la République démocratique du Congo risque de disparaître à cause des pareils comportements de nos ONG et des gens qui prétendent tout connaître, les nonsologues. Le CESAC est une institution établie pour corriger certaines choses. Le CESAC n'a pas invité Koffi seulement pour punir. On n'a pas arrêté Koffi, on n'a pas mis en prison, on n'a pas dit qu'il va faire 15 ans. Nous sommes un pays et nous avons notre contexte à nous. Si le CESAC ne peut pas inviter quelqu'un parce qu'il y a la liberté d'expression, alors supprimons le CESAC. Il fera alors quel travail, quel autre travail? Le fait d'avoir la liberté d'expression ne veut pas dire qu'on peut commettre des erreurs par inadvertance ou bien de manière délibérée. Le CESAC est une institution pour essayer de corriger certains dérapages, non? À ma connaissance. Et lorsque cette institution fait son travail d'éducation, de rappel à l'ordre, vous, ONG qui parlez de la justice, vous estimez que c'est priver quelqu'un de sa liberté d'expression? Est-ce que dans ces cas-là, quel serait le travail de ces sacs? Parce que tout le monde doit jouir de la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression veut dire que vous pouvez mettre votre propre pays en danger? Et vous pensez que Koffi a mis son pays en danger? De manière directe ou de manière indirecte? Comment oui. Ça? Koffi Olomide, ce n'est pas n'importe qui. C'est un leader d'opinion. Ce que Koffi dit, il y a les gens qui croient par ça comme si c'est Jésus qui a parlé. Quand ça entre, ça reste dans les têtes de ces gens-là. Et quand vous dénigrez votre armée ou bien votre pays devant pareilles circonstances, même parmi les militaires qui sont au front, il y en a qui risquent d'être démobilisés. Mais il a dénigré l'armée comment? Je ne comprends pas comment vous utilisez. Parce que les mots dénigrement, on l'a retrouvé dans les communiqués du CESAC, dans l'invitation que les CESAC quand quelqu'un dénigre, il ne dira pas que je te dénigre. Mais il va parler des choses qui vous dénigrent. En parlant qu'il n'y a pas de guerre, on est en train de nous malmener, faire avec nous ce qu'on a. C'est un dénigrement. Il a dénigré l'armée en disant cela? Évidemment, oui. Il a menti pour que cela soit perçu comme un dénigrement? Alors, vous me direz, vous aussi, qu'il n'y a pas de guerre à l'Est parce qu'on nous malmène, même si on nous malmène pour du vrai. Donc, il n'y a pas de guerre. Si vous êtes convaincu qu'il y a guerre, même si on nous malmène, c'est qu'il a menti. La guerre ne veut pas dire seulement prendre de la hauteur sur les autres. Il y a des moments, parce que la guerre a des batailles. Il y a des batailles où les Rwandais nous dominent, il y a des batailles où les Congolais dominent. Sinon, si les Congolais ne dominaient pas, on n'aurait pas récupéré certains villages. Et la guerre a duré dans son temps. Je vous dis que d'abord, par le thème lui-même, il a menti parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de guerre. Pourquoi il n'y a pas de guerre? Parce qu'on nous malmène. Est-ce que parce qu'on malmène quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas de guerre? Est-ce qu'on nous gifle ou on ne gifle pas? Est-ce qu'il n'y a rien? Parce qu'il a dit qu'il n'y a rien. Et il a dit que les gens entrent tranquillement, paisiblement. C'est là que j'ai dit qu'il ment. Est-ce que les gens entrent tranquillement? Si les gens entrent tranquillement, nous sommes en 1996. L'AFDEL a fait que 6 mois pour arriver à Kinshasa. 6 mois. Si aujourd'hui ces rebelles-là et ces agresseurs-là ont fait 2 ans,
sans prendre même Goma. C'est parce qu'il y a les gens qui résistent. On ne peut pas dire que parce qu'ils sont là, c'est qu'on ne fait rien. Ne fait rien là, c'est ça les mensonges. Est-ce que nos militaires ne font rien? Vous estimez vous aussi que nos militaires ne font rien? C'est Kofi l'a dit. C'est ça que je suis en train de dire pour vous démontrer son mensonge. Il dit qu'il n'y a pas de guerre parce qu'on nous malmène. Est-ce que parce qu'on nous malmène, il n'y a pas de guerre? Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, dites qu'il a menti. Je parle aux téléspectateurs. Ça, c'est un. 2. Est-ce que nos militaires ne font rien? Tous les morts que nous comptons là, donc pour Kofi, ça ne lui dit rien. Tous les Rwandais qui ont tué là-bas, que vous publiez ici dans vos informations, les deuils qui sont organisés au Rwanda, il n'y a personne qui ils se sont tirés eux-mêmes. Il y a beaucoup de morts au Rwanda, ça c'est évidemment. Vérité, hein. Voilà, comme vous le confirmez, donc c'est aussi un deuxième mensonge. Voilà là où j'ai dit que c'est peut-être par inadvertance ou bien peut-être sa philosophie, où il avait peut-être d'autres choses dans la tête, mais la manière de les exprimer devant le peuple, il doit tenir compte de toutes les catégories. Tout le monde n'est pas intellectuel au Congo. Tout le monde n'a pas son niveau. Quand vous communiquez étant que leader, surtout qu'il est ambassadeur, il doit savoir qu'est-ce qu'il peut dire. De la culture. Évidemment, il doit savoir qu'est-ce qu'il peut prononcer. Il doit avoir un discours qui nous donne de l'espoir et qui encourage les militaires. Dans les fonds, vous êtes d'accord avec lui dans les fonds? Parce que lui-même, au sortir de cette entrevue avec le président de CESAC et les instructeurs là-bas, il a dit qu'on lui a seulement demandé, on lui a dit qu'il était allé, il a reconnu qu'il était allé un peu plus loin, oui. Mais ce qu'il dit est fondé. Lui-même a confirmé ça, que ce qu'il dit est fondé. Vous êtes d'accord avec lui sur ça? Ce qu'il dit peut ne pas être fondé. Si la République démocratique du Congo est malmenée, j'entre maintenant dans son jeu à lui, ce n'est pas parce que c'est le Rwanda, parce qu'il y a plus grand que les Rwandais derrière le Rwanda. Donc qui est en train d'agir. Fondé alors? Il y a des problèmes, c'est pourquoi le problème n'est pas encore résolu. On est malmené parce que ça a duré d'abord. Si on fait 2 ans dans la même situation, c'est que quelque part là, ça ne va pas. Mais la manière de les dire ne faut pas les dire de manière à décourager. Il faut dire les choses. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas la guerre. Il faut dire qu'il y a la guerre parce que lui, étant qu'ambassadeur, il ira dire quoi aux autres personnes, aux autres peuples d'autres mondes? Il dira que chez lui, il n'y a pas la guerre. Il a constaté qu'on a même changé les ministres de la Défense pendant les temps de la guerre. Est-ce que pendant les temps de la guerre... Attendez, pendant les temps de la guerre? Non. Alors là, ça ferait maintenant partie de son ignorance. Comment ça? Est-ce que pendant la période de la guerre, il est interdit d'échanger les ministres des Finances? C'est écrit où? Est-ce que c'est vraiment stratégique? Est-ce que les ministres de la Défense, c'est un Dieu, il ne peut pas mourir? Au cas où, par exemple, un ministre de la Défense mourrait, on ne va pas les remplacer? En Ukraine, le ministre de la Défense n'est pas mort? En Ukraine, on ne l'a pas remplacé? Nous sommes allés aux élections. Dans l'hypothèse où un autre président arrivait, c'est l'opposition qui a gagné en 2023. On doit remettre en place les institutions. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui fait la guerre, M. Kofi et les autres qui peuvent prétendre. C'est la République démocratique du Congo avec toutes ses institutions. Le ministre de la Défense a quel rôle? Quel est son rôle dans le gouvernement par rapport à la guerre? Il n'est pas stratège. C'est presque un rôle que je peux qualifier d'administratif. Ce sont les généraux, c'est les chefs de l'État qui décident sur le plan sur ce qui doit être fait. Le chef d'état-major général, évidemment, oui. Sur terrain. Évidemment. Et le ministre lui-même qui était là, il est arrivé là-bas avant la guerre? Ou bien après la guerre? Bemba était là, la guerre était déjà là, non? Il a remplacé qui? Lui aussi a remplacé quelqu'un? Il n'est pas interdit de remplacer le ministre de la Défense pendant la guerre. Tout dépend. Peut-être on peut le juger par rapport à son bilan s'il n'est pas efficace. On doit changer. On peut le remplacer parce qu'il faut remplacer les institutions. On peut remplacer pour plusieurs raisons. Lui-même, le ministre peut mourir. Même celui qui est là peut mourir demain. On va le remplacer. On ne va pas dire que parce qu'on a la guerre, donc c'est impossible de remplacer. Donc, plusieurs raisons peuvent concourir à ce qu'on remplace le ministre, surtout que son rôle, en ce qui concerne l'armée, il est un peu trop limité. C'est un pouvoir presque partagé. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cette façon de faire, toutes les fois que quelqu'un parle, on a même suspendu notre confrère Jessica Bassele, l'émission même Le Panier sur RTNC a été aussi suspendue. Kofi est convoqué au CESAC. Certains diraient même qu'il sera aussi convoqué à l'ANER. Vous ne voyez pas qu'on est en train de sombrer dans une dictature? Non, si vous appelez... Une privation de liberté jamais connue dans ce pays? Attendez, nous sommes 120 millions de Congolais. Kofi parle tout ce jour ici, il n'a jamais été interpellé. Cette fois-ci, si on l'interpelle, ça ne veut pas dire qu'on lui prive de la liberté. Il y a des choses qu'on peut éviter. Mais c'est une façon de l'intimider aussi, hein, de ne plus s'engager sur ce terrain-là. Ça peut être une façon de l'intimider, ça peut être aussi une façon de le corriger pour le bien. Vous êtes d'accord qu'on puisse l'intimider? Non, je ne serais pas d'accord si c'est une intimidation. Mais regardons maintenant le sujet sur lequel il a parlé et jugeons-en quand même. Kofi, c'est un leader d'opinion. Son message peut
démoraliser certaines personnes, certains soldats au front par rapport à leur compréhension. Ils pouvaient dire la même chose, mais de manière à ce que ça ne puisse pas démoraliser, de manière un peu plus responsable. Je pense que c'est tout simplement ça. Et le CESAC a été instauré pour ça, ils sont payés pour ça. Et dire que parce que le CESAC vous interpelle, c'est que c'est la dictature, c'est faux, archi faux. Sinon, il fallait simplement supprimer, commencer par supprimer l'institution parce qu'il a ce rôle-là. L'ANER est dans son rôle de jouer lorsqu'il y a des problèmes. C'est lorsqu'on estime que le sujet peut apporter quelque chose qui n'est pas bon pour la République parce qu'ils doivent sauvegarder la République aussi. Entre l'intérêt de Kofi et l'intérêt de la République, je pense que nous devrons sauvegarder l'intérêt de la République. Et lorsqu'il dit que, on a vu les images hein, où les militaires étaient sur moto en train d'aller pratiquement au front, Kofi a dénoncé ça. Il a raison de le dénoncer. Kofi n'est pas un militaire. Au front, on peut aller même par vélo. Ça dépend de la stratégie. Même à pied aussi. Oui. Vous dites que tout le monde a des véhicules là-bas, il y a des hôtels 6 et 5 étoiles, là où les gens dorment. Ils dorment dehors, non? Ceux qui sont au front, non? Nous ne sommes... Attendez. Il y a même des vélos... Donc vous affirmez qu'au front, on peut aller même à vélo, même à pied, non? Même à pied. Donc ce n'est pas un problème qu'on y aille à moto. Hein. Ce n'est pas un problème. Partout là où il y a les fronts, il n'y a pas de route. Il y a les endroits où c'est la brousse. Vous allez entrer avec le véhicule? Il y a les endroits où ce sont des montagnes et des ravins. Mais tout ça, il n'a pas tenu compte. Lui n'a vu que la moto, mais il ne sait pas le pourquoi de cette moto. Il y a les endroits où si vous allez avec des engins motorisés, peut-être vous allez attirer l'attention de l'ennemi. Mais peut-être il faut l'infiltrer à pied. Donc tout ça, nous tous ne sommes pas militaires. S'il est bon pour la musique, qu'il fasse la musique. Vous pouvez être un bon musicien, mais vous êtes un piètre politicien. Vous pouvez être un bon politicien, mais vous êtes un piètre avocat. Chacun doit être dans son domaine. Si on veut se faire gnosologue, à ce moment-là, on est en train de tomber dans les erreurs pareilles. Au front, ça dépend. On peut dire que non, nous avons 2000 soldats, mais si nous allons avec le véhicule, on risque de les repérer à distance. Infiltrons-les à pied pour ne pas éveiller leur conscience ou leur attention. On peut se dire que non, là-bas, comme c'est un terrain accidenté, il y a des ravins, il y a des montagnes. On peut aller à cheval, par exemple. On peut aller à moto, tous les moyens pourvu qu'on y arrive à atteindre l'objectif. J'ai vu durant la Deuxième Guerre mondiale, les militaires allemands étaient dotés de vélos. Des vélos pliables sur le dos. Et qu'est-ce qu'il dira Kofi lorsqu'il verra un militaire à vélo? Donc nous tous, je ne dis pas que je suis expert, mais j'essaie tout simplement de réfléchir pour dire que ces militaires dont il a parlé, il a vu aller au front. Il ne connaît pas la raison. Est-ce qu'il y avait peut-être un pont qui avait déjà cédé et que le véhicule ne peut pas passer? Tout ça, il ne connaît pas. Mais lorsque vous dites que nos militaires vont à moto, dans la population, la plupart peut-être ont dit nos militaires au front, mais ils n'ont pas tenu compte. Un véhicule, l'armée n'a pas donc ils n'ont pas tenu compte que ça peut être possible parce que peut-être il y avait un pont à traverser quelque part qui a déjà cédé, peut-être qu'il y a une montagne à monter, peut-être qu'il n'y a pas de chemin pour le véhicule. Vous voyez, avec tout ça, c'est normal qu'on l'interpelle pour le faire voir. Voilà l'essence de l'interpellation. Mais lorsque vous, les ONG, vous estimez que toute interpellation, c'est une privation de liberté, je ne crois pas. C'est aussi une interpellation pour la bonne éducation et pour la bonne information. Merci beaucoup, M. John Kolela. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez cette vidéo, cette émission, dans vos groupes WhatsApp, partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver encore demain dans un autre numéro de votre magazine. Merci.